J'ai une des filles du groupe qui est venue me voir et qui m'a dit « Les gens t'incitaient à te suicider et espéraient que tu ne foires pas ta tentative en fait. » Donc là c'était la période où j'ai commencé à rentrer en dépression, où il y avait de la mutilation, etc. Il y avait déjà en fait un truc très noir qui se construisait autour de ma personne. Dès mes premiers jours en fait à l'école, j'avais un problème avec l'école où les siestes étaient impossibles, je faisais des crises de nerfs parce que j'avais peur, la nuit j'arrivais pas à dormir parce que je voulais pas y retourner le matin. Et en fait j'étais très anxieuse depuis le début de ma vie, je suis assez anxieuse. Ma mère elle est pas mal aussi, donc on pense que vu que ma mère est anxieuse, je l'étais avec. Forcément quand tu vois ton parent a peur de la vie en extérieur, toi tu dis petite que la vie en soi est dangereuse et du coup toi aussi tu prends cette peur là. Et j'étais du coup vachement collée à ma soeur quand j'étais à l'école, dès les premières années. Et malheureusement il y avait ce truc où elle avait des amis qui, je pense, me kiffaient pas forcément. Il y a eu un moment où genre peut-être CE1, CE2, genre je vais aux toilettes et t'as un groupe de filles, 4-5 je pense qu'elles étaient, il y avait ma soeur avec, qui m'enferme dans les toilettes. T'as ma soeur qui essaye de stopper le truc parce que tu m'entends en train de paniquer derrière dans les toilettes. Et en fait non, juste elle frappait, elle criait, elle essayait de rentrer dans les toilettes par-dessous la cabine et par-dessus la cabine. Et en fait elle se moquait de moi pendant tout ce moment-là. Et après finalement ils ont fini par me laisser, mais j'ai jamais su pourquoi elles avaient eu ce comportement avec moi. Et il y a deux filles, enfin surtout une, avec qui je suis devenue meilleure pote. Tout le temps, elle se moquait de moi sur mon physique, sur mes goûts, sur ouais, ma façon d'être. Il y a une scène où elle et une de ses amies, pour rigoler, une qui dit à l'autre « Ah bah viens pour s'amuser, on jette Tessa par terre, on essaie de lui lever la veste, etc. » Et du coup, dans la cour, tu vois, t'as les deux filles qui sont sur moi, qui s'amusent, qui me donnent des coups, qui me jettent au sol, et qui finissent par casser ma veste. Et sur le coup, bah moi je rigole, tu vois, c'est tout. C'est la seule réaction que j'ai par rapport à ça, c'est j'ai jamais pris ma défense en fait. Si je prends ma défense, peu importe ce qui peut se passer, c'est moi qui serai en tort. Peut-être que c'est ces mêmes filles en fait qui m'ont mis ce truc en tête parce que j'étais jeune et du coup si tu oses rétorquer, si tu prends mal, si tu pleures ou quoi, les gens vont être en mode mais en fait tu sais pas rigoler. Donc c'est pas moi qui dois ouvrir ma gueule en fait, c'est tout, je mérite, enfin si j'ai ça c'est que je le mérite d'une façon quoi. Le harcèlement à cette période m'atteignait pas forcément parce qu'aussi en fait en même temps que tout ça, en 5e, on a appris que ma mère était malade. C'était, si je me trompe pas, une leucémie qu'elle avait. Et sur le coup, quand j'ai appris la chose, en fait j'ai eu zéro réaction. C'est vraiment ouais comme si j'avais coupé mes émotions quoi, que j'avais plus accès à ça. J'ai pas forcément même de souvenirs par rapport à toute sa maladie. C'est comme si j'avais été en mode automatique. Mon corps fait ce qu'il a à faire et je vis comme il faut vivre, mais sans plus. Du coup, il y a des chances que je me sois coupée de tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait m'atteindre en fait, pourrait me faire du mal. Et dans cette période, en fait, il y a eu encore d'autres petites agressions quoi. J'ai eu une agression sexuelle. Il y avait 3 gars qui étaient genre de 6e, donc tu vois des gars plus petits que moi, même niveau taille et tous super petits, que j'avais remarqué depuis une semaine parce que depuis une semaine c'était un peu derrière mon dos, des remarques que tu passes, ouais gros cul, etc. Il fait un comportement où tu sens que c'est un truc sale, genre le gars te fait un comportement sale en face quoi. Et un jour, je crois que j'ai fini plus tôt que prévu et c'est genre un horaire où t'as pas grand monde devant le collège. Et il y a 2 de ces gars qui sortent et qui finissent en même temps que moi. Et du coup, t'as les 2 gars qui commencent après à me tourner autour parce que du coup, moi j'avance pour partir. Tu sens qu'ils veulent me mettre des mains, qu'ils essayent de mettre des mains. Et t'en as un des 2 qui vient, qui commence à se frotter à moi, genre au niveau de ma poitrine, etc. La tête, tu vois. Et là, pour le coup, j'ose réagir. Donc là, je pousse les garçons et je pars. Donc j'appelle ma mère juste après. Et elle vient en super énervée, elle me récupère. Et elle me dit, on va directement porter plainte, enfin, voir quelqu'un pour en parler. Enfin, pour moi, c'est une agression sexuelle, tu vois, ce serait genre un viol et tout. Et je me dis, comparé à des personnes qui ont vécu un viol, j'ai pas à dire que j'ai vécu ça. Et quand j'en ai parlé du coup au mec qui a pris notre plainte et tout, il a dit non mais il faut que tu portes plainte parce que ce genre de gars là, bah, c'est des comportements qui commencent comme ça et qui après peuvent finir à je vais violer une meuf dans la rue. Suite à cette première agression, du coup, j'ai mon rapport avec les hommes qui a un peu changé parce que il y avait ce truc de, enfin j'étais pas en sécurité. Et donc ouais, j'ai cette peur en fait un peu du contact avec les hommes en soi. C'est pendant un moment en fait je m'étais renfermée là-dessus et c'était faut pas, je supporte pas le contact. Et il y avait aussi un truc où bah par exemple, il y avait un homme qui était un peu comme, je sais pas une figure paternelle, parce qu'il y a mon père, tu vois, en soi, mais c'était quelqu'un sur qui je comptais, avec qui j'avais confiance. Et du jour au lendemain, on a appris que ce mec-là était pédophile. Et en fait, quand tu revois les conversations que ce mec avait avec moi, tu te rends compte qu'il avait essayé des trucs, des conversations bizarres. Et du coup, ça m'a fait un... Et je me rappelle, m'a dit, ok, je ferai plus jamais confiance à un homme. Parce que je m'étais dit, putain, encore un truc bizarre lié aux hommes avec moi. Je sais que ça m'a pas mal chamboulé parce que justement, c'était... ah, mais en fait, il est juste gentil avec moi. Les remarques qu'il va faire sur mon physique, c'est des remarques gentilles de l'œil comme d'un parent, mais en fait, quand tu sais ça, c'est que c'est des remarques totalement penchées sur le côté malsain et sexuel, en fait. Et je me disais, ouais, putain, en fait, toutes les fois où il avait pu me dire « Ah, c'est bien quand t'es habillée comme ça et tout », bah c'était des moments où juste c'était un attrait sexuel. Ça m'a dégoûtée.
Après c'est comme si ça avait cuté, tu vois, parce que pour moi après tout s'est enchaîné, où c'était très noir en fait, c'est où, pour moi c'est où je suis rentrée en dépression. Mes premières crises de panique, je les avais faites en 5e. Et j'avais du coup passé toute la 4e et la 3e à remonter la pente pour essayer d'aller mieux. Et à ce moment-là, j'ai découvert Twitter, donc je m'installe sur les réseaux, je crée des liens avec des gens. Et sur internet, j'ai eu cette phase de cyberharcèlement aussi. Internet pour moi c'était un peu comme une nouvelle vie. Je peux avoir la vie que je veux sans être en contact avec des gens que je connais forcément dans la vie réelle. Et j'ai découvert du coup des groupes, et j'étais dans 2 groupes. Un groupe qui parlait anglais et un groupe qui parlait français. Et ces 2 groupes là, du jour au lendemain, ils ont commencé à se froisser. Et t'as toutes les filles du groupe français qui m'insultent de connasse, de pute, d'hypocrite, etc. Genre juste une vague de haine, de trucs en mode ah qu'est-ce qu'elle est moche. Et après t'avais dans l'autre groupe, on subissait déjà un peu du cyberharcèlement. T'avais les fameux comptes hate qui étaient créés sur Twitter, donc c'est le compte où tu vas balancer plein de haine par rapport à une personne ciblée ou un groupe. En fait, on a toutes eu droit à notre compte personnel hate. Moi j'ai pas vu mon compte, mais j'ai une des filles du groupe qui est venue me voir et qui m'a dit les gens t'incitait à te suicider et espérait que tu ne foires pas ta tentative en fait. Et c'était une période où du coup, vu que j'avais perdu déjà les gens du collège, j'étais déjà pas très bien et du coup il y avait ce truc de depuis un moment on avait des comptes hate, il y avait des tensions sur internet et du coup là aussi ça allait pas très bien. J'avais la peur de sortir donc ça a rajouté par dessus. Donc là c'était la période où je commençais à rentrer en dépression et où je commençais déjà à avoir des idées, des pensées noires, des idées suicidaires. Où il y avait de la mutilation etc. Okay. Où vraiment il y avait déjà en fait un truc très noir qui se construisait autour de ma personne. Au fond, je sais pas vraiment ce qui me poussait à faire ça. Peut-être une punition parce que je m'en veux d'avoir fait de la merde et je me dis tu mérites donc fais ça. L'année de seconde, ça a vraiment été l'année où je me suis rendu compte en fait de tout ce que j'avais vécu. Où ça a vraiment été le côté rébellion, le côté colère, toutes les émotions négatives en fait ont ressurgi là, je pense. Et j'ai commencé à réinstaller mon anxiété de cours en fait petit à petit. Et donc après, du jour au lendemain, j'ai recommencé à faire des crises, sauf que ces crises-là étaient beaucoup plus fortes que celles d'avant. C'était vraiment un truc que là, je pouvais pas du tout gérer. C'était mon corps ne cherche même plus à comprendre, c'est dès qu'il y a un tout petit peu d'angoisse, grosse crise, en fait, il craque. Et forcément, j'arrive dans ce lycée. Ce lycée, j'avais placé beaucoup d'espoir dedans parce qu'on m'avait dit justement que c'était un lycée qui était connu pour gérer des phobiques scolaires. Et en fait, mon cas, ils l'ont totalement mis de côté, ont délaissé. Et au contraire, en fait, ils ont eu des actions qui ont fait que de moi-même, j'ai décidé de partir et de leur dire, en fait, vous en avez rien à faire, quoi. Genre, je me casse parce que vous m'aidez pas. Milieu second, du coup, j'ai commencé en même temps à me faire suivre à l'hôpital parce que ça devenait beaucoup trop compliqué et ça s'installait sur la vie vraiment en général, où vraiment, rien que le fait de me réveiller, en fait, je faisais des crises. C'était sortir de ma chambre, c'était trop compliqué même. J'ai été diagnostiquée avec un TAG, donc un trouble anxieux généralisé. Donc vraiment comme étant un truc qui m'handicapait dans la vie de tous les jours, vraiment. C'était un hôpital psychiatrique pour adolescents qui était du coup à Marseille, quoi. Et du coup, le but de cet hôpital-là, c'était évidemment pas de me faire déscolariser. C'était la réadaptation pour m'accompagner pour que je puisse y retourner sans souci. Et c'était, on va essayer de prendre contact avec le lycée pour avoir un emploi du temps aménagé, pour créer des trucs pour qu'il y ait vraiment de l'action qui se fasse. L'hôpital a essayé d'appeler, ma mère a essayé d'appeler, la CPE ne regardait même pas les mails. Le proviseur n'était pas au courant. C'est la CPE qui décidait de ne pas calculer mon cas en fait. Et donc en fait, il n'y a jamais rien eu qui a été fait pour m'aider. Donc finalement, sans le vouloir, j'allais plus au lycée, quoi, parce que le stress, l'angoisse venait de plus en plus, donc je pouvais plus y aller. Là, dans ma tête, j'avais vraiment développé une haine en même temps des établissements scolaires, parce que c'était, ça sert à rien, peu importe. On voudra pas forcément m'entendre et même moi j'ai plus envie de faire l'effort. J'ai quand même fait d'autres lycées pour essayer mais ça matchait pas, je voulais pas du tout y aller. Donc finalement on m'a déscolarisée totalement. Et là ça a été un énorme point en moi. C'était vraiment un truc où je me suis sentie très très soulagée. J'ai fait le CNED, donc les cours à la maison. Sauf qu'en fait au fur et à mesure je décroche un peu. Parce que le CNED en soi, c'est pas facile à suivre et en même temps, tu peux tricher facilement. Donc j'étais pas forcément le meilleur exemple à suivre pour le CNED. Et forcément, comme j'avais beaucoup de temps libre, t'as la musique qui rentre en jeu. Je commence à poster de plus en plus mes covers. Je commence en fait à réapprécier la vie, à pouvoir sortir, faire des soirées avec des potes, etc. Donc je suis un peu en mode, ok, j'ai des cours à suivre, mais je les suis pas forcément. Mon livre d'histoire, je l'ai pas ouvert de l'année. J'arrive à un mois du bac. Il y a ce truc où justement, là en fait, je reprends contact avec Sofiane. Sofiane, c'est de base, c'était genre le manager de Riles. C'était un gars que je taguais beaucoup sous mes covers pour qu'il tombe sur mon travail. Il est tombé dessus et c'est là où on a commencé à vraiment taffer ensemble. Genre directement là il m'a montré que je pouvais lui faire confiance. J'ai mis en contact avec Clément qui est le gars avec qui je taffe depuis le début sur le projet pour faire mes prods, etc. Tout ça en fait arrive vraiment fin terminale où tu te dis ok il faut faire les fiches du bac, etc. Et moi je suis pas forcément à fond dedans vu que j'ai tout ça qui se présente à moi. Et par-dessus on voit que Booba lance un concours sur les réseaux où il dit genre à Socomu faites un cover
covers de Arc-en-Ciel. Et les meilleurs covers pour m'accompagner sur scène pour chanter ce son-là, We Love Green. J'ai eu la chance de participer et de faire partie en fait des 2 gagnantes. Et ça a été un truc, quand j'ai appris la nouvelle, là j'ai eu un énorme pic de stress. Et pour le coup, il y a quand même un truc où tu dis, tu peux pas dire non parce que moi qui adore la scène, là tu dis, tu chantes avec Booba devant un public énorme. Et du coup, il y a quand même ce truc, cette envie où je me suis dit, bon, on va pas exagérer, on va passer par-dessus. Je me disais, j'ai réussi à passer mon bac de français. C'était vraiment mon exemple. Je me suis dit, du moment où t'as passé ton bac de français, t'as fait une crise mais que t'as réussi à la gérer, maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Maintenant, en vrai, si je fais des crises, je sais totalement comment les gérer. Si j'en fais même, c'est pas grave. Les crises de panique, si j'en ai, j'assume et je dis que c'est ça. S'il faut que je me mette dans un coin et je me gère toute seule. Mais il y a plus du tout une histoire de honte, faut que je me cache, c'est pas bien, non, c'est ok, si ça arrive, c'est pas grave. Et je pense que c'est ça qui est la clé de cette confiance que je commence à avoir. Parce que justement, je me dis, si un truc négatif doit arriver, ça arrivera. Là, peu importe que je lutte ou pas, en fait. Si ça doit arriver, ça arrivera et c'est pas grave, je laisse passer le moment et ça finira par aller mieux. Évidemment, les 5 minutes avant de monter sur scène, quand t'as un micro dans les mains, t'es un peu en mode moyen. Mais en fait, du moment où je monte sur scène et que t'as le public qui chante plus fort que moi, j'étais en mode waouh, et c'était incroyable. Après, la scène avec Booba, il y a ce truc où tu goûtes à la scène. J'ai goûté à la vraie scène de Booba, c'est un artiste et tout, il a son public et les gens sont là pour l'écouter. Et du coup, je me dis que je vais faire ça un jour plus tard, mais avec mes chansons et mon public. Les thématiques qui revenaient naturellement dans mes chansons, c'était de parler de moi. J'avais pas mal de trucs à raconter, vu que de base, la musique c'était une thérapie et que je racontais des trucs par rapport à moi, à moi-même. Là, vu que je veux faire de ça mon métier, ces trucs-là, je vais les raconter à des personnes en général, donc ceux qui veulent m'écouter. Avec la musique, du coup, j'essaie de gérer mes émotions et j'ai voulu mettre aussi sur papier toute mon histoire. Donc on a écrit un livre pour se dire qu'on allait déjà essayer d'aider ceux qui vivent tous ces problèmes-là en leur montrant le fait que j'en ai vécu, mais qu'aujourd'hui j'arrive à faire ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie. Donc quand même un truc d'espoir. Mais il y a aussi une notion d'aide envers moi-même, tu vois, le fait de se dire j'espère que ça va me faire prendre conscience de tout ça et vraiment passer par-dessus. Pour moi, vraiment, le fait de sortir ce livre, c'est surtout pour vraiment sensibiliser les gens sur l'impact que peuvent avoir les mots. Il y a vraiment plusieurs facettes du harcèlement et qu'il y en a beaucoup trop qui sont normalisées, qui sont juste vues comme étant des moqueries. Alors qu'au fond, il y a de la méchanceté qui est vraiment mal placée, t'as de l'humour méchant. Je vois pas en quoi c'est bien de rigoler en se moquant d'autres personnes. Et oui, quand tu reçois des trucs comme ça à répétition, des remarques à répétition, ouais, c'est considéré comme étant du harcèlement scolaire. Je sais qu'il y a des très jeunes en fait qui peuvent m'écouter et le but c'est que si ces personnes-là tombent dessus et qu'elles sont coincées dans des périodes compliquées, c'est de montrer que même si t'es très mal en ce moment, cette période de ta vie là, elle ne te résume pas. C'est pas forcément toi, c'est pas toute ta vie qui sera comme ça quoi. Malheureusement, en ce moment c'est comme ça, mais c'est qu'une question de temps. On finit tous par sortir du mal-être dans lequel on est, certains plus rapidement que d'autres, et certains plus facilement que d'autres. Mais voilà, on finit par s'en sortir et à finalement réussir à aller où on veut aller quoi.